Bonjour à tous, comme chaque lundi, vous écoutez votre émission favorite de 2021, à savoir De tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est une émission, on a un petit comité, c'est un peu la thématique de cette saison 2. J'ai avec moi Mickaël et Sébastien. Comment allez-vous tous les deux à la forme en ce moment? Eh bien, bonjour à tous. Ça va, moi perso, nickel. J'ai, Ouais, la forme? ouais, franchement, en plus, là, il fait, bon, pas beau, mais il le faisait. Du coup, j'ai pu en profiter. Donc, ouais, je suis très content. Ouais, cool. Cool. Et toi, Seb, la forme aussi? Eh ben déjà bonjour à tous et puis ouais ça va nickel. Chez moi il fait beau toujours donc j'en profite. Eh ben nice, c'est vrai qu'en ce moment il fait beau parce que figurez-vous qu'on est le 02-03 2021. Et ben donc du coup messieurs, bienvenue à bord de cette nouvelle épisode de Tout et de Rien comme je le disais. Et aujourd'hui on va parler en premier lieu de Binous, d'après ce que j'ai cru comprendre, avec Michael qui va aujourd'hui qui va justement nous parler de sa passion pour l'alcool. Dit comme ça fait un peu alcoolique, mais je suis sûr que tu vas retrouver un moyen de retourner la situation pour toi. Non, c'est Je te laisse totalement la vérité. Ah merde. Voilà. Écoute. C'est la pure vérité. J'adore l'alcool, j'adore l'ivresse. Mais, ce que nous verrons dans cette chronique, c'est que je ne suis pas le seul et que depuis l'aube des temps, bien, je partage cette passion avec nombre de mes comparses humains. Avec l'humanité. Exactement. Et bah yes, et bah parfait. Et bah je te laisse nous en parler du coup, Mika. À toi de jouer. Wow, comme ça dans le bain. Écoute, Ah ouais, comme ça, la direct cash. je me jette. Alors en fait, on est peu nombreux, donc il faut se jeter dans le. Ok, je me jette dans l'eau du bain sans le bébé. Alors, c'est pas tout à fait une chronique que je voulais vous présenter. C'était plus. Ici, il y a une chronique, bien entendu. Je vais vous parler de la bière parce que déjà j'aime beaucoup ça. Mais pourquoi j'aime ça et pourquoi d'autres gens aiment ça? Bah, c'était un peu ça que je voulais qu'on voit un petit peu aujourd'hui, mais à travers des questions. Voilà. Du coup, voilà, je suis un peu ouvert au débat, voilà. Donc du coup, je voulais, voilà, tout simplement. Déjà, première question, est-ce que vous buvez de la bière? Alors, moi en ce moment je bois plus d'alcool, et sinon avant je buvais pas forcément énormément de bière, mais ça m'arrive. Voilà, mais je suis pas ton client pour ce coup-là. Moi je suis de team vin plutôt. Ok. Bah, c'est très intéressant justement. On parlera du vin aussi dans cette chronique. Ah cool. Voilà. Et toi, Seb? Alors moi je suis un petit amateur de bière, hein, c'est pareil, hein, j'oscille entre bière, vin, bière, je sais jamais trop. Ok, donc ça vous Mais enfin aide. une petite bière fraîche de temps en temps ça fait du bien. Oui. Ok, bah parfait. Tu vois, justement, ça aussi c'est quelque chose qu'on abordera. Non mais c'est bien, c'est bien. Il y a deux avis différents et il y a des avis qui m'intéressent beaucoup parce que justement la bière, c'est un alcool, voilà déjà. Mais il faut aussi savoir, avant d'être un alcool, c'est surtout une boisson. Et cette boisson qui est effectivement une boisson alcoolisée, bah, il en existe aujourd'hui des milliers de variétés, et même des variétés sans alcool. Mais avant de parler de tout ça, parce que ce sont des choses un petit peu plus spécifiques, on va revenir à l'origine. Puisque bon, on parle quand même ici à des gens qui ont été, qui furent, ou qui sont toujours des historiens. Tout simplement, je vous pose une petite question, est-ce que vous savez de quand ça date, la bière? Néolithique. Ouais? Est-ce que tu as une date précise? Alors pas précise forcément, parce que voilà, mais La à peu près. première brasserie humaine qui a été découverte, c'est il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a un an ou deux, je crois. Et je vais dire une connerie sûrement, mais je dirais 8000 ou 11 000, un truc comme ça. Ok, bah t'as les deux bons chiffres. Effectivement, c'est les deux bons chiffres. Alors en fait, les premières traces attestées de brasserie, ou en tout cas d'utilisation de brassins, c'est effectivement 8000 avant Jésus-Christ. Mais on a récemment retrouvé par les proto-historiens des traces de brassage avec des céréales sauvages. Parce que 8000 c'est le début de l'agriculture, mais avant il n'y en avait pas. Mais c'est pas pour autant que on n'aimait pas se la coller. Et donc du coup, les premières traces remontent à 11 000 avant notre ère. Et on utilisait donc des blés, des épeautres, des seigles sauvages, en fait, des céréales sauvages qu'on utilisait. Rien à voir du coup avec ce qu'on connaît aujourd'hui comme céréales, mais déjà l'idée était déjà présente il y a 11 000 ans de tout simplement de partager une bonne binouse entre copains. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a certains anthropologues qui sont penchés sur la question et qui se sont même posé la question, et qui même certains l'affirment, que l'agriculture, en tout cas l'agriculture céréalière, en fait c'est pas pour fabriquer du pain, c'est pour fabriquer de la bière. Voilà. Ouais, je cette théorie. Je trouve ça incroyable. Ça veut dire qu'avant l'agriculture et
l'écriture et tout ça, le premier acte civilisateur de l'humanité, c'est la biture. Tout à fait, exactement. C'est bourrer la gueule, ouais. C'est exactement le cas. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu la création de bière 1 pour ça, hein, puisque bon bah, il y a d'autres manières de se biturer la gueule. Voilà, je pense les champignons. Voilà, vous savez très bien qu'il y a des champignons hallucinogènes, ou simplement des fruits. Voilà, un fruit que vous laissez mûrir trop longtemps, bah, il se charge forcément en saccharose, en sucre, sucre qui va fermenter au soleil et qui va du coup donner de l'alcool parfaitement naturel en fait si vous le laissez pourrir grâce aux levures. Mais ça, on y reviendra encore un petit peu plus tard. Et donc du coup, vous pourriez très facilement fabriquer de l'alcool tout simplement en laissant pourrir des fruits que vous récupérez des sauvages. Et pourtant non, on s'est dit tiens, si on allait se casser le cul à fabriquer de la bière. Et alors pourquoi je dis casser le cul? Peut-être que vous le savez, mais peut-être que vous l'ignorez. C'est que c'est assez compliqué à fabriquer de la bière. Alors, est-ce que vous savez quelles sont les grandes étapes de la fabrication de la bière par exemple? Pas du tout. Pas du tout. J'ai de vagues idées, il faut faire mijoter des trucs, etc. Mais alors vraiment pas du tout en fait. Okay. Oui, voilà, faut faire fermenter des machins, et puis après ça fait des trucs. Et puis après ça fait de la bière, quoi. Exactement. Alors vous êtes pas tout à fait loin, hein, mais parce que j'imagine que, alors évidemment, on pourra jamais en avoir le cœur net, mais il y a des archéologues qui font de l'archéologie expérimentale, qui testent en permanence et qui effectivement tâtonnent, un peu comme vous tâtonnez à me donner une recette, mais voilà, qui essaient de reproduire ce qu'était la bière, voilà, en Gaule antique, la bière chez les Celtes, chez les Gaulois, chez les Romains, bref, on a testé plein de trucs. Mais la bière aujourd'hui, comme on l'a fait traditionnellement, ça se fait en 7 grandes étapes. Donc la première étape, c'est le concassage. C'est tout simplement, en fait, on va casser les morceaux de malt. Et là, je me dis, merde, c'est quoi le malt? Et oui, mais rassurez-vous, tout arrive en son temps. Et parce qu'il faut plusieurs ingrédients pour faire une bière. Vous savez d'ailleurs, moi, ce qu'il faut pour faire une bière? Du houblon. Ok. Du malt. Oui. Ok. Mais est-ce que c'est le malt? Le malt, je sais pas, je sais pas. Ok. Je suis désolé, ok. Alors, les vous m'avez dit. sont nuls en bière. Vous m'avez dit de l'eau. Ok. Ouais. C'est l'ingrédient qui compose 90% d'une bière. Donc l'eau, c'est très important dans une bière. On est d'accord. Vous m'avez parlé du malt. Vous savez pas ce que c'est. Je vais vous expliquer. Vous m'avez parlé du houblon. C'est effectivement une bonne réponse, mais pas seulement. Il manque quelque chose. L'ingrédient en fait qui fait que ta bière va devenir une bière. C'est l'ingrédient le plus important et pourtant c'est la chose qu'il y a le moins dans une bière. Vous savez ce que c'est? Du sel? Non. Je vous ai parlé tout à l'heure d'agriculture et je vous ai dit que on a cultivé d'abord les céréales, non pas pour faire du pain, mais pour faire de la bière. Mais c'est un ingrédient qu'on retrouve dans les deux. De la levure. Bonne réponse. La levure. Exactement. Alors les 4 grands ingrédients qu'on retrouve dans les bières traditionnelles actuelles, on va dire, c'est le malt, le houblon, la levure et l'eau. Alors le houblon, ça n'a pas toujours été le cas, faut le savoir, puisque le houblon, c'est pas quelque chose qu'on cultive depuis des milliards d'années. C'est quelque chose qui est relativement récent. J'en tiens relativement puisque ça date plutôt du Moyen-Âge, mais à l'Antiquité on l'utilisait également en tant que, on va dire, plante aromatique. En fait, on va fabriquer ce qu'on appelle un gruy. Ce gruy, en fait, c'est une sorte de melting pot, une potion dans laquelle on va mettre des arbres aromatiques, des fruits, pourquoi pas même du miel, des épices, qui vont tout simplement aromatiser la bière. Mais la bière, à la base, c'est tout simplement de l'eau, du malt et des levures. Et alors, le malt, du coup, on en parlait, donc c'est ce qu'on va concasser, donc dans la première étape. Le malt, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tambouille de céréales qu'on peut mélanger ou pas entre céréales, qui a commencé à germer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ah, oui, c'est des grains qui ont commencé à germer et qui commencent à libérer du sucre. Et en fait, c'est ce sucre-là qu'on va transformer plus tard en alcool dans les étapes qui arrivent après. Donc le concassage, ça va tout simplement être de briser ces grains pour en faire une sorte de, voilà, un petit peu comme des flocons d'avoine, ça va ressembler à une poudre. Faut pas que ce soit de la farine non plus, mais voilà, ça ressemble à ce que vous mettez dans vos bols de céréales peut-être le matin. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit cassé en gros grains. D'où l'étape du concassage. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'empâtage. En gros, c'est de fabriquer une bouillabaisse. D'ailleurs, on va mélanger ce malt concassé avec de l'eau chaude, afin de transformer l'amidon, donc qui est en gros le gras de ces céréales, en sucre fermenticible, on appelle ça, donc c'est-à-dire qu'ils sont faciles à manger pour les levures. Et donc en gros, cet empâtage va libérer énormément de sucre, et ce sucre-là, c'est ça qu'on va essayer de retenir dans la troisième étape, c'est la filtration et le rinçage. En fait, notre malt concassé, qu'on appelle communément le pâton, vous allez le récupérer, vous allez le filtrer à grandes eaux chaudes si possible, pour en conserver un maximum de sucre et un maximum d'arôme, et ensuite cette première substance très liquide pour le coup, puisque vous avez enlevé tout ce qui est resté de solide dans votre pâte, ça va donner la première étape de la bière qui s'appelle le mou.
le même mou qu'on retrouve dans le vin, bien entendu, puisqu'on se sert du mou du raisin pour faire du vin. Et ben le mou de la bière, c'est ça, c'est cette étape où on va avoir une eau mélangée à des arômes et du sucre. Et c'est pendant la 4e étape qu'en fait on va commencer à voir la création de la bière, puisque ensuite c'est l'ébullition. Vous le savez, pour fabriquer de l'alcool, il faut qu'il y ait une température et que les levures puissent s'activer. Et pour que les levures s'activent, il faut qu'il y ait une réaction chimique. Cette réaction chimique, elle va s'effectuer à 100 degrés. Donc on va mettre en ébullition le mou, qui va avoir déjà beaucoup de choses très intéressantes pour notre bière. C'est que déjà ça va le stériliser, notre mou. Donc du coup ça va éviter que des bactéries qu'on veut pas, parce que les levures c'est des bactéries certes, mais c'est des bactéries qu'on veut. Le mou, ça va le stériliser. Ça va donner de l'amertume à la bière. Ça va permettre de la parfumer, ça va permettre de la colorer, ça va permettre de concentrer le liquide, et surtout ça va permettre de dissoudre les sucres pour les éparpiller dans la bière. Ensuite, on va refroidir cette eau, puisqu'on va pas balancer des levures dans une eau à 100 degrés, bien entendu, parce que ça les tuerait sur le coup. Donc on va les refroidir. Et ensuite intervient l'étape de la fermentation, et c'est l'étape la plus importante, puisque jusqu'à présent vous aviez du mou, et à partir de maintenant vous avez de la bière. Vous allez incorporer vos levures dans votre mou, et on va laisser tranquillement reposer avec un petit barboteur. Alors pour ceux vous savez pas ce que c'est un barboteur, c'est tout simplement un petit ustensile qui va tout simplement servir à relâcher le CO2. Parce qu'en gros les levures, quand elles vont créer deux choses, quand elles vont manger les sucres, parce qu'elles vont créer de l'alcool, mais aussi du CO2. Donc si vous laissez votre casserole sans rien, sans barboteuse ou tout simplement sans ouverture, ça va tout simplement exploser, ça vous exploser à la gueule. Je sais ce que je dis, puisque c'est arrivé à quelqu'un que je connais très bien, il a dû repeindre dans sa maison. Ouais, c'est très impressionnant les accidents de levure. Donc voilà, donc il faut bien doser les levures, et ça c'est bien entendu le travail du brasseur. Et enfin, on va laisser macérer tout simplement le temps que les levures fassent leur travail, et ensuite on va faire la dernière étape, qui est également une étape qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est le conditionnement. Vous dire, c'est tout simplement verser la bière dans une bouteille, et pas seulement, puisque le conditionnement c'est aussi une étape très importante, puisque c'est ce qui va porter les bulles dans votre bière. Puisque que vous le mettiez dans une canette ou dans une bouteille, l'étape sera pas tout à fait la même, mais il y a c'est tout de même très important de le faire, puisque si vous voulez avoir des bulles, il faut que la fermentation puisse se réactiver, et donc pour ça vous allez redonner à manger à vos levures, et donc tout simplement avant de verser votre bière qui est quasiment finalisée dans vos bouteilles, vous allez remettre du sucre un petit peu pour réactiver les levures et en fait les faire refermenter en bouteille. Après environ 3-4 semaines, vous pouvez les décapsuler en écoutant ce petit son absolument délicieux qui fait... Vous savez, ce son si délicat qui permet ensuite de verser votre bière dans un verre bien rincé et de le déguster à la fraîche. Alors voilà, vous savez donc maintenant ce qu'il faut pour faire de la bière et comment on fait de la bière. Alors, comme tu l'as dit, une petite bière en terrasse, c'est très agréable. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Justement de ça, parce que la bière c'est un vecteur de lien social. Comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une théorie, mais on a potentiellement cultivé les céréales pour fabriquer de la bière. Mais alors pourquoi faire ça plutôt que de faire de la vodka ou faire d'autres alcools qui seraient peut-être plus faciles à fabriquer, notamment des alcools de fruits, comme le vin par exemple? Et c'est tout simplement parce que c'est un alcool qui est très nourrissant et qui du coup permet l'effet qui se coule 2 en 1 de se nourrir et de se murger la tronche. Et ça c'est vachement pratique, parce que dans les grands empires, comme par exemple les empires égyptiens, par exemple, on va l'utiliser comme moyen de paiement. Ah voilà, alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais les ouvriers, même les esclaves... Oui, ils sont nourris en bière. Ils sont nourris et payés en bière, exactement. Donc peut-être que sans la bière, on n'aurait jamais eu les pyramides. Faut savoir qu'un ouvrier basique, constructeur, un ouvrier, il était payé à entre 4 à 5 litres de bière par jour. Voilà. Wow. Oui. Alors après évidemment il y a différents types de bières, faut voir ce que c'était les bières en Mésopotamie ancienne, il y a 8000 ans, ça a pas la même gueule que les IPA qu'on touche aujourd'hui bien entendu. Mais c'est quand même un vecteur de lien social, si bien que il y a 8000 ans, bon je vais pas vous faire toutes les dynasties égyptiennes, mais des traditions qu'on a pu retrouver via l'archéologie en Égypte antique montrent qu'il y avait des fêtes dédiées à la bière, notamment une fête en l'honneur d'Hathor, donc la déesse de la fertilité,
et de tout ce qui est cool en général dans l'Égypte antique. Hathor c'est la déesse de la picole, enfin bref, elle est vachement bien. Et en fait, il raconte une légende comme quoi Osiris aurait demandé à Hathor de punir les hommes parce qu'il en avait ras le cul de les avoir sur terre. Et Hathor se transforma en la déesse Sekhmet. Vous savez peut-être cette déesse à tête de lion, voilà, qui est de la déesse de la guerre, c'est pas une déesse très très sympa, et qui s'est mis à attaquer les hommes, voilà, et à tout simplement les bouffer, tout simplement. Et en fait, au bout d'un moment, Osiris, il a changé d'idée, voilà, enfin, son fils, Ra, il change d'idée, il dit non mais c'est bon, laisse, oublie, sauf qu'elle, elle a bien aimé croquer. Elle a bien aimé croquer dans l'humain, et du coup, elle veut continuer, quoi. Alors du coup, les dieux, ils se disent, bon, il faut arrêter le carnage, donc ils utilisent un petit stratagème, c'est que, à certaines périodes de l'année, le Nil devient rouge. Et en fait, ils se sont dit, tiens, le Nil est rouge, ça fait penser à du sang, elle va s'abreuver, elle va croire que c'est du sang d'Égyptiens. La bonne idée, c'est de transformer l'eau en bière. Et il faut savoir que à cette époque-là, on a retrouvé, puisqu'on a fait des tests en archéologie expérimentale, les bières de très haute densité, c'est-à-dire des bières à forte concentration en teneur d'alcool, elles étaient rouges. Et donc du coup, il y a un double effet, c'est-à-dire que c'est historique, mais en même temps, ça reste de la mythologie. Et donc en fait, la déesse Sekhmet, c'est qu'elle a fait quoi? C'est qu'elle pensait s'abreuver du sang, elle a collé sa tête dans le Nil et elle a tout bu. Voilà, payant donc le luxe d'être la déesse de l'ivrognerie et surtout de la gueule de bois. Et le lendemain, elle se réveilla en Hathor, la gentille et douce déesse de la fertilité. Ça prouve bien que la bière c'est un lien social très important, puisque du coup cette fête était fêtée, bien entendu, à grands coups de litres et des litres de bière, tant est que il était bien vu, même très très bien vu, puisque c'était considéré comme se rapprocher des dieux, de se coller la meilleure murge de ta vie ce jour-là, puisque le but était de tomber en coma éthylique, puisque c'était exactement ce qu'avait fait. C'était de reproduire en fait ce que la déesse avait fait, et donc on se rapprochait d'elle, finalement on se rapprochait des dieux en se collant en coma éthylique. Alors évidemment, il fallait pas le faire tous les jours, parce que le jour où tu devais aller bosser, si tu tapes un coma éthylique. C'est pas hyper conseillé non plus. Exactement. Et du coup, en fait, c'est des traditions qu'on retrouve par exemple dans les bacchanales grecs, sauf que les bacchanales, c'était lié au vin. Parfaite transition trouvée, parce que pour ce que tu me disais, c'est que tu préfères le vin. Alors, c'est mon côté grec. Exactement, c'est ton côté grec, mais hein. surtout ton côté romain. Alors oui, les Grecs, les Grecs aimaient pas trop la bière, il est vrai. Pline l'Ancien a d'ailleurs considéré, Pline avait dit de cette boisson que c'était une boisson de barbare, et que c'était dégueulasse et c'était à gerber. Contrairement au vin qui est le nectar des dieux, mais surtout le nectar d'un dieu. Parce que je vous le rappelle, les Romains, ce sont également ceux qui ont introduit le christianisme en Europe. Et qui dit christianisme dit le corps et le sang du Christ, et son sang, autant vous dire qu'en France, on en a pas mal picolé, puisqu'on est quand même dans le top 10 des meilleurs consommateurs du monde, c'est le pinard. Et donc du coup, il est vrai que vu que la montée du christianisme est arrivée ensuite en Europe, donc forcément progressivement et crescendo, eh bien la bière a été supplantée par le vin qui était donc l'alcool réservé aux nobles et aux élites, et la bière qui était réservée aux petites gens. Bière que l'on retrouve sous certaines appellations en France. On connaît par exemple notamment la cervoise. Vous connaissez la cervoise probablement. Sachez que cervoise c'est tout simplement l'ancêtre du mot bière. C'est tout simplement que ça n'a pas la même racine, puisque cervoise on le retrouve aujourd'hui en espagnol, c'est la cerveza. Et on parle aujourd'hui de bière parce que c'est tout simplement le nom germain, c'est bier. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de brasseur et non plus de cervesier. Voilà, tout simplement. Donc, mais c'est le même métier. Le principe c'était de faire de la bière. C'est juste que cette boisson a été tout simplement détrônée par le vin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à un retour en force de la bière, mais on continue à garder notre tradition catholique, qui est tout simplement de boire du pinard. Et oui. Voilà. Alors ensuite, je vais vous poser peut-être une question. Donc c'est une question un peu rhétorique. D'après vous, la bière, c'est une question de bonhomme ou pas? Une question de bonhomme? De quoi? J'ai pas compris la question. Attendez, la bière. Vous voyez, la bière, quoi. Est-ce que c'est pour les vrais mecs, quoi? C'est pour les vrais mecs, non, la bière? Non, pas forcément.
Exactement. C'est une excellente réponse. De toute façon, c'était une question rhétorique, bien entendu. Puisque la bière, à la base, c'est surtout une histoire de femmes. Puisque dans la Gaule antique et dans l'époque gallo-romaine, ce sont les femmes qui brassent. Essentiellement, d'ailleurs, tout le monde brasse à cette époque-là. Mais c'est surtout les femmes qui s'en occupent, puisqu'elles ont essentiellement des compétences en herboristerie. Donc, ce sont les herboristes du village qui sont souvent des herboristes féminines, qui s'occupent de ce fameux gruau dont je vous parlais, gruy, pardon, dont je vous parlais tout à l'heure, qui tout simplement vont faire des assortiments d'herbes, d'épices, de miel, voilà, de cannelle si vous êtes riche, qui va servir à fabriquer et à aromatiser la bière. Et en fait, c'est pour ça que, vous savez, il y a une époque un petit peu sombre où on a commencé à traiter les femmes de sorcières, vous savez, cette histoire un petit peu louche là. On a commencé à traiter les femmes comme la pierre des vermines. Du coup, cette tradition s'est un petit peu cachée, et ensuite on a récupéré, enfin en tout cas la masculinité à récupérer la bière. Et l'homme a récupéré la bière pour dire que c'était vraiment quelque chose de... C'était pour les vrais hommes, que c'était quelque chose de viril, alors que à la base, pas du tout. C'était les femmes qui s'en occupaient, et elles étaient même craintes pour ça, puisque vu que c'est elles qui faisaient les assortiments de plantes, s'il y a quelqu'un qui leur plaisait pas trop, elles pouvaient faire un petit cocktail tonique à l'arsenic. Voilà. Alors une bonne femme au bout du village qui brasse de la bière et qui va cueillir 3 champignons, c'est une hérésie, c'est une sorcière. Par contre, 30 mecs en soutane avec une tonsure dans une abbaye qui font de la bière, ça passe. Alors ça c'est une autre histoire. Parce que c'est des hommes, Sébastien. Enfin. Non, alors ça aussi, ça aussi, l'histoire est très coquette. Alors je peux pas vous le raconter parce que j'ai pas tous les détails et je les ai pas pris en note. Mais cette histoire-là, c'est une histoire d'hérésie, c'est qu'en fait ils ont joué sur la loi. C'est pour ça que du coup ça a été récupéré par les hommes entre guillemets. C'est-à-dire que du coup vu qu'il y a eu cette chasse aux sorcières où en gros ils ont essayé de limiter le... Il y a aussi des enjeux économiques, bien entendu. C'est pour essayer de limiter la consommation d'alcool, en fait, du coup. Non, ça, je crois qu'ils en avaient rien à foutre. Non, c'était surtout pour limiter l'influence des religions païennes entre guillemets et des anciennes croyances. Et surtout, je me souviens plus parce qu'il faudrait que là j'ai plus. Ouais, il y a des raisons politiques, bien entendu. Et en fait, les moines brasseurs, à la base, c'était aussi pour des raisons économiques qu'ils ont commencé à brasser. Parce que c'était pas interdit déjà de le faire, mais surtout parce que il y a eu à un moment donné comment dire, ils ont envoyé une lettre. Alors ça va être une très mauvaise histoire parce que je me souviens plus du tout. Mais en gros ils ont réussi à entuber le pape en fait, tout simplement. Enfin c'est moines de la brasserie Paulaner, je crois, que vous devez peut-être connaître, qui en gros ont réussi à faire passer une clause comme quoi la bière c'était un aliment et pas une boisson. Et du coup, en fait, c'était même un aliment maigre et que c'était, enfin, le pape avait approuvé ça. Enfin, je sais plus comment ils ont réussi à le faire passer, mais le pape a approuvé ça. Et du coup, la brasserie, enfin, l'abbaye de Paulaner, qui s'appelait pas comme ça, mais vous avez l'idée, vous avez à peu près le contexte historique, ça se passe en Allemagne, bien entendu, en Bavière, plus précisément. Et en fait, c'était les seuls brasseurs à ce moment-là à pouvoir faire picoler les gens pendant le carême. Donc belle opération à eux, et du coup forcément plein de gens qui les ont imités, et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de moines et d'abbayes brassicoles dans le paysage on va dire médiéval de l'Europe du Nord-Est ou du Nord-Est et du Nord-Ouest. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas une hérésie entre guillemets, et que malheureusement, enfin il est vrai que la tradition, on va dire un peu autodidacte de la brasserie s'est malheureusement perdue, mais qui revient aujourd'hui avec le mouvement des craft beers, c'est-à-dire des bières artisanales qu'on retrouve à peu près partout sur le territoire, puisque aujourd'hui il faut savoir que la France est tout simplement le premier pays européen en nombre de brasseries, avec plus de 2000 brasseries dans tous les départements français de métropole et outre-mer. On s'est pas mal rattrapé depuis. Et alors, c'est pas un peu la classe. Ça pète un petit peu la classe, mais c'est là où c'est justement très paradoxal, c'est que, allez, je vais vous dire à 3 litres près, est-ce que vous connaissez la consommation annuelle par habitant en France de bière, j'entends. Par an et par habitant? Ouais. Je dirais, à 3 en litres moyenne, près. je dirais 20 litres. 20 litres? Par an et par habitant, 20 litres, ouais. Ça me semble peu. Sur une période normale de non-Covid. Ouais, est-ce que 300 je bois pas déjà litres. plus de 20 litres, moi, en période de non-Covid? 300 litres. Ah ouais, 300 litres. t'es très 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 énervé quand même. Non, c'est 10 fois moins que ça. Une pinte, c'est quand même déjà 50 centilitres. Enfin, c'est la moitié d'un litre, ouais. Quoi. Donc, ouais, mais tu bois pas 2 pintes par jour. Ouais, voilà. c'est vrai que 300, parce que 300 litres, c'est 2 pintes par jour en fait. On est sur de l'alcoolisme sévère. Hein. C'est un peu énervé.
Non, c'est beaucoup moins que ça. C'est 33, c'est entre 33 et 36. Alors forcément, j'ai les chiffres de 2000 et j'ai les chiffres un petit peu plus actuels de 2007, je crois. À 10 litres près, j'étais dedans. Ouais, t'étais pas loin à 10 litres près, effectivement. Grandeur. Mais je pouvais pas te mettre 10 litres parce que effectivement, ça se joue souvent à 10 litres sur les pays au-dessus. Par contre, est-ce que vous avez une idée de quel est le pays qui consomme le plus de bière en Europe? Bah, dans le cliché, j'aurais envie de dire l'Allemagne ou la Belgique, mais... Ouais, j'aurais dit l'Allemagne ou la Belgique aussi, mais peut-être... L'Angleterre aussi, peut-être. Ouais, le Royaume-Uni, ouais. Le Royaume-Uni... Alors, faut le savoir, l'Allemagne, c'est le numéro 2. Ah, putain, c'est l'Irlande le premier, Voilà. c'est l'Irlande. L'Irlande, c'est le numéro 3. Ah putain, c'est Voilà. l'Angleterre ou la Belgique, quoi, du coup. Alors l'Angleterre, alors le Royaume-Uni et la Belgique, attendez, faut que je compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la Belgique et 9 pour le Royaume-Uni. Attends, est-ce que tu comptes la Russie dans l'Europe ou pas? Alors, je ne compte pas la Russie dans l'Europe parce que, fun fact, la bière n'est pas un alcool en Russie. C'est ça, la bière n'est pas un alcool en Russie. C'est un produit de consommation au même titre que le pain. Voilà, c'est un aliment. Voilà, je vais rectifier puisque c'est rentré dans les textes, mais en 2017. Donc ça y est, maintenant c'est de l'alcool, mais ils en ont rien à foutre, concrètement. Mais jusqu'en 2017, la bière n'était pas un alcool en Russie. Attends, mais ça se trouve c'est la France en fait, tout simplement. Alors à 33 litres par an, non. Non. Putain, il faut trouver un pays d'Europe bien vénère sur la binouse, quoi, du coup. L'Espagne. Non, l'Espagne. Alors l'Espagne, ils ont le double de nous. Il est vrai qu'ils boivent beaucoup. Ils sont à plus de 70 par an. C'est pas eux, non. Ils sont 11e, 12e. Je vais vous aider tu te rapproches, voilà, je vais vous aider un petit peu, te rapproches. C'est pas loin de l'Autriche, effectivement, c'est un pays de l'Est. La Roumanie. C'est pas la Roumanie. La République tchèque. C'est la République tchèque, tout à fait. Avec 158 litres par an et par habitant. Et les mecs, ils pètent les compteurs, c'est-à-dire ils sont loin devant nous, ils sont à 5 fois notre consommation annuelle. En fait, c'est tout simplement dû à notre tradition vinicole. À la base, on avait une tradition de bière, mais avec le christianisme, en fait, cette tradition s'est plus ou moins perdue, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, on a remplacé cette tradition biricole par une tradition vinicole, ce qui n'a pas été le cas dans les pays de l'Est, et c'est pour ça qu'effectivement eux ont une très grande tradition avec la bière. Et donc effectivement en première tête, en premier sur le podium, on a la République tchèque en premier, l'Allemagne en second et l'Irlande en troisième. On trouve ensuite le Luxembourg, l'Autriche, le Danemark, voilà, donc les pays du Nord et de l'Est, bien entendu. Alors on va faire un petit quiz, voilà, pour tester peut-être vos connaissances sur la bière par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? Tiens, on va parler un petit peu de législation. Je vous ai parlé tout à l'heure des bières et je vous ai dit voilà, c'était un fondateur, surtout certaines études montrent que c'est plus pour l'effet que ça procure, plus que pour la boisson en elle-même, hein, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher l'ivresse plutôt que le plaisir tout simplement de déguster une petite amertume. Ouais. Mais il y a quelque chose qui revient vachement à la mode en ce moment, ce sont les bières sans alcool. Alors c'est une technique de brassage qui est assez complexe et c'est pour ça que c'était difficile de le faire avant, puisque ça nécessite des moyens techniques et ou du temps supplémentaire. Et du coup, mais c'est quelque chose qui revient à la mode, alors pour différentes raisons, hein, voilà, que ce soit des raisons de confession religieuse, que ce soit parce que vous êtes enceinte, tout simplement par conviction, moralité, véganisme. Ça, je peux t'en parler d'ailleurs, parce que c'est vrai que la bière, c'est un truc de lien social, et moi, vu que je bois plus d'alcool en ce moment, ça fait 1 an que je tourne beaucoup à la Tourtelle, qui est une marque de bière sans alcool, justement parce que ça donne l'impression de rentrer dans le moule et d'avoir ta bouteille de bière comme tout le monde, et de garder ce lien social lié à l'alcool alors que pourtant tu bois pas d'alcool. Et ça marche mieux avec de la bière sans alcool qu'avec du coca par exemple. Exactement. Oui. Je suis assez d'accord avec Marc, c'est cette espèce de substitut, que ce soit au niveau du goût, de la forme de la bouteille, etc. Bah t'as pas l'impression d'être à l'écart des autres, tu vois. Alors c'est intéressant que tu parles aussi de substitut. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a effectivement ces raisons-là, mais du coup, il y a beaucoup de brasseries qui s'interrogent sur finalement la nécessité de mettre de l'alcool dans la bière. Alors, bien entendu, c'est pas non plus tous qui vont se dire on arrête de mettre de l'alcool dans nos bières, puisque c'est quand même un processus qui est coûteux. Je vais pas vous le détailler parce que c'est pour l'alcool aussi. Oui, et puis voilà, c'est parce qu'évidemment il y a une recherche de l'ivresse, mais c'est vrai que il y a quand même un intérêt économique à le faire, puisque je vous le rappelle, en France, il y a une taxe sur l'alcool, puis il y a des lois qui régulent ça. Et c'est vrai que des bières sans alcool, du coup vous pouvez les vendre un petit peu comme vous voulez. Heineken l'a fait d'ailleurs, distribuant tout simplement dans des centres commerciaux à des familles des bières sans alcool pour tout simplement se faire de leur publicité. Mais alors du coup, est-ce que vous savez en France, qu'est-ce que c'est une bière sans alcool? Donc du coup il y a une réglementation. Et donc du coup est-ce que vous connaissez la quantité maximale d'alcool dans une bière pour qu'elle soit qualifiée de bière sans alcool?
0,3. 0,2 je crois. C'est 1,2. 1,2. 0,2 c'est un résultat qui est assez difficile à obtenir, en tout cas de manière sans appareil moderne, parce qu'il y a une étape très difficile à faire qui nécessite en fait des filtres très particuliers et surtout des machines qui permettent de brasser, enfin de pressuriser la bière à vide, donc c'est assez coûteux. C'est des choses qui se font qui se pratiquent de plus en plus en Espagne notamment. Mais du coup en France c'est 1,2% une bière sans alcool, mais à contrario de ça, est-ce que vous connaissez le pourcentage d'un vin sans alcool ? Ça n'existe pas. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'un vin sans alcool, est-ce que techniquement C'est ça du jus de existe déjà? Et tout à fait, ça existe. Non, sérieux, ça existe. Et tout existe. Mais je veux dire, ça a le goût du vin. Mais c'est pourquoi ça n'aurait pas le goût du vin alors que la bière aurait le goût de la bière. Mais parce que c'est pas pareil. C'est exactement le même procédé. En fait, on va tout simplement retirer l'alcool du vin. Quand je bois mon jus de raisin, je bois du vin sans alcool. Non, parce qu'il n'y a pas la Non, fermentation. C'est pas la fermentation. Oui, non, bah oui, je crois. En fait, on retire l'alcool de l'opéra. C'est dingue. C'est ça. Je sais pas, En fait, on va garder de l'opération tout simplement les levures qui ont activé certains arômes, mais on va retirer l'alcool qu'elles auront créé. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose d'assez compliqué, enfin d'assez complexe. Mais du coup, il existe une appellation de vin sans alcool et qui, du coup, en termes de législation, n'est pas 1,2. Je dirais que c'est plus du coup. Je dirais plus aussi, ouais, je dirais 3. C'est plus, tu dirais 3, ouais. Je dirais même jusqu'à 5. Jusqu'à 5. T'es pas très loin, effectivement, c'est 7 degrés. Ah d'accord. Voilà. Faut donc savoir que vous pouvez trouver des vins sans alcool, mais quand même qui sont beaucoup plus forts que des bières. Alors, ce sont des questions de législation, bien entendu, c'est tout simplement au niveau de la légalité pour des droits économiques et commerciaux. Mais il y a quand même une différence de traitement entre les deux boissons. Voilà, c'est le jeu. J'avais envie de parler de ça, je trouvais ça rigolo. Alors ensuite, tiens, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme petite question ? Parce que c'est vrai que il y a des petits trucs peut-être que vous savez ou que vous ne savez pas. Tenez, par exemple, est-ce que vous savez ce qu'est un IBU ? Un IBU ? Oui. Non. Ça s'écrit comment ? IBU. Ah, juste IBU. IBU. C'est un sigle qui désigne anagramme, quelque déjà. chose. Effectivement, c'est un anagramme de quelque chose qui est... L'indice Oui. de birance universelle. T'es pas loin, c'est pas universel, mais L'indice c'est... de biture. Alors c'est pas tout à fait ça, mais t'es pas loin puisque c'est un mot anglais, mais ça ressemble vachement à biture. Mais c'est bitterness. Alors qu'est-ce que c'est bitterness ? Aucune idée. Alors pour les non anglophones, l'IBU, donc International Bitterness Unit, c'est l'indice international d'amertume. Et oui, parce que ce qui caractérise la bière, c'est souvent son amertume. Et c'est tout simplement un indice qui permet la mesure et l'évaluation de l'amertume dans une bière, et de façon uniformisée dans le monde. C'est-à-dire que du coup, l'IBU d'une bière que vous allez brasser à Pékin, ce sera toujours un IBU qui sera valable si vous le mesurez en France par exemple. C'est un indice international. Et donc en fait cette échelle IBU, alors aujourd'hui elle est un peu remise en question, mais c'est quelque chose qui est assez important, c'est une échelle qui va de 1 à 150. Et en gros, on considère qu'au-delà de 150 IBU, le palais n'arrive plus à... Enfin, c'est-à-dire que vous auriez le palais divin, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de 150, si vous êtes capable d'interpréter quelle bière est plus amère l'une que l'autre, vous êtes concrètement Daredevil. C'est comme l'oreille absolue, mais là, c'est à le goût absolu. Voilà, c'est ça. C'est exactement le truc, c'est que vous pourriez différencier une IBU à 150 ou à 160. Vous seriez quelqu'un d'extrêmement épatant. Mais, donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous prenez une blonde, voilà, ce qu'on appelle les lagers par exemple, c'est des bières qui sont relativement douces au goût et à l'amertume, ce sont des IBU entre 15 et 17. Okay, mais par contre, si vous aimez des bières assez fortes, ouais, comme par exemple, j'aime bien des fois les stouts par exemple, vous allez aller taper sur les 20 à 60 IBU à peu près. Et au contraire, des fois, vous avez des bières qui sont très houblonnées, mais qui ne contiennent pas d'amertume. Qui n'ont pas d'IBU. Ça existe, donc vous allez taper sur des 10 IBU. Alors du coup, je vous ai dit que c'était une échelle entre 1 et 150. Du coup, d'après vous, quelle est la bière avec le plus fort taux en IBU du monde ? Wow. Aucune idée. C'est une stout, non déjà ? Je vais pas vous demander, mais je vais juste vous demander quel est le chiffre en gros, quel est l'IBU que cette bière a atteint. Ah, sachant qu'au-delà de 150, de toute façon, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on peut pas faire la Ouais, différence. c'est à peu près ça, ouais. Après... je dirais 100, 120. 120 ? Ouais, les 120. Ok. 135. 135, ok. La bière, elle s'appelle la Mikkeller 1000 IBU.
Ils l'ont mis dans leur titre. Voilà, c'est une bière de la brasserie Mikkeller qu'ils ont appelée la Mikkeller 1000 IBU, tout simplement parce que c'est une bière à 1000 IBU. Alors c'est pas le sentir. Mais ça, voilà, ça a du goût, du coup. c'est ça. C'est pas le palais en fait. fait qu'il a des sornets. En fait, ils l'ont tout simplement calculé par un calcul mathématique, hein, parce qu'elle était beaucoup trop amère. Et en fait, ils l'ont calculé tout simplement par soustraction, addition. Je peux pas vous faire tout le team. Mais si on devait considérer comme une bière, disons, qui a été naturellement faite, non pas pour péter un record, mais qui est effectivement naturellement très amère, il y a des bières qui dépassent les 150 voire 250 IBU, qui sont brassées notamment chez Brewdog, qui est une excellente brasserie. Et donc voilà. Vous savez ce que c'est un IBU, vous savez d'où ça vient, vous connaissez son histoire, mais du coup, en fait, est-ce que vous savez quelle est la règle la plus importante quand on sert une bière? Et c'est là-dessus que je conclurai tout simplement. Incliner son verre soit bien rincé. Et bien rincé et incliné. Exactement. La règle la plus importante pour une bière, peu importe que ce soit vous qui l'ayez faite, que vous l'ayez prise dans un bar, que vous la servez chez vous, qu'elle sort d'une canette, la chose la plus importante à savoir pour une bière, c'est qu'il faut rincer son verre et l'incliner. Tout simplement parce que ça va avoir trois impacts. Déjà, votre verre sera propre, c'est bien, c'est important. Et surtout, ça va permettre en fait de lisser votre verre et de faire ressortir les aspérités de celui-ci, qui va vous permettre d'avoir les bulles. Vous savez, les fameuses bulles qu'on aime bien, puisque il n'y a pas de bulles dans d'avoir une belle mousse au-dessus. Voilà, c'est ça, exactement, de faire une belle mousse au-dessus. Pour éviter qu'elle mousse trop, bien entendu, on va incliner le verre. Alors, l'idéal, c'est de servir la bière contre la paroi intérieure et ensuite de le redresser progressivement. Faut pas y aller directement posé comme un bourrin. D'ailleurs, ça, je sais le faire, la machine à pression, c'est un coup à prendre, mais une fois que tu sais le faire, t'es trop fier de toi. Exactement, c'est une petite fierté personnelle. Mais ça, c'est pareil pour les canettes, c'est pareil pour les bouteilles. Et enfin, ça a surtout un troisième effet très qui se coule et très intéressant. C'est que du coup, votre verre, la plupart du temps, il est température ambiante. Et quand vous allez le rincer à l'eau froide, ça va le refroidir. Et ça va éviter les écarts de température entre votre bière qui va probablement, la plupart du temps, sauf sur certaines bières, sortir du frigo, et donc qui sera trop froide par rapport à votre verre trop chaud, et donc vous allez casser certains arômes, et du coup vous allez provoquer une explosion de mousse également. Et donc là, en fait, en rinçant votre verre, vous allez conserver certains arômes, et éviter à ce que votre bière vous éclate à la gueule. Donc voilà, je sais pas si je vous ai appris beaucoup de choses sur la bière en ce moment, mais au moins peut-être vous saurez qu'il faut rincer son verre quand on sert une bière. Et c'est pour ça que les barman le font dans les bars du coup, pas que pour le côté hygiénique. D'accord. Exactement. Merci beaucoup Mika pour ta chronique sur la bière, franchement. Merci. Ah merci, c'est très chouette quand tu m'as dit que tu avais un petit truc, en fait au final t'as fait un assez gros morceau sur la bière, donc c'est chouette, c'est cool. Je m'attendais pas à faire autant, hein. Mais c'est comme d'habitude, hein, tu sais. C'est comme d'hab, ouais. c'est comme d'habitude. C'est soit l'un, soit l'autre avec toi. Soit ça dure ça. 5 minutes, soit ça dure 40. Hein. Mais c'est cool, moi je suis hyper content quand même que t'aies pu nous faire une petite chronique comme ça. Est-ce que ça signe ton grand retour au pas? On ne sait pas, on tease un peu. On va voir, on verra pour la suite. Peut-être. On parlera de projet plus tard. Et oui. il est possible qu'on me revoie plus souvent. Peut-être pas sur le format de tout et de rien, on en discutera plus tard. Ah d'accord, ok, intéressent. Moi-même, je ne suis pas au courant, chers amis. Non, j'ai quelque chose à te proposer, mais tu me diras ce que t'en penses. C'est pour ça que tu voulais qu'on se parle avant le début de l'émission, mais que je suis arrivé à la bourre parce que j'étais en train de rédiger quelque chose. Parce que, transition de ouf, j'ai prévu un truc. Et un truc qui se marie plutôt bien avec ta chronique, Mika. Parce que tu l'as dit au tout début, la bière, c'est quoi? C'est un vecteur de lien social, on est d'accord? T'as parlé aussi d'archéologue. Exactement. Et ben moi, je vais vous parler d'un peu tout ça à la fois. Aujourd'hui, c'est d'un film dont j'ai envie de vous parler. Est-ce que vous avez Netflix, messieurs? Oui. Est-ce que vous avez vu The Dig qui est sorti sur Netflix il y a environ 1 ou 2 semaines? Pas du tout. Non plus. Pas du tout. Eh ben, on va parler de The Dig aujourd'hui. The Dig, c'est un film du coup qui est sur Netflix. Alors, je sais pas du tout quand est-ce que cet épisode va sortir, donc je sais pas si The Dig sera toujours disponible sur Netflix. Voilà, je sais pas plein de trucs, mais j'avais juste envie de vous parler de ce long métrage. Est-ce que vous savez un petit peu de quoi il parle ou vraiment pas du tout? Pas du tout. J'imagine que ça parle de gens qui creusent, oui, mais... Ça parle de gens qui creusent, ouais. Parce que Dig, c'est creuser, mais c'est aussi fouiller en anglais. Donc The Dig, c'est un long métrage britannique réalisé par Simon Stone qui est sorti en 2021 et qui est l'adaptation du roman du même nom de John Preston, lui-même inspiré des événements liés à la découverte du site de Sutton Hoo. Est-ce que vous connaissez le site de Sutton Hoo? Vous avez le droit de dire non. Non. Le site de Sutton Hoo, c'est un site archéologique anglais relativement célèbre où en gros a été découvert plusieurs tumuli. Donc des tombes, et notamment une très importante d'un possible roi anglais du Haut Moyen-Âge, puisqu'il a été enterré avec son bateau. Voilà, donc
Rien moins que ça. Donc du coup, le film va parler de cette découverte-là. Je vous donne un petit peu le synopsis pour commencer. En gros, en 1939, Edith Pretty, une veuve vivant dans une immense propriété près de Woodbridge, au Royaume-Uni, engage le terrassier Basil Brown, archéologue autodidacte ayant travaillé pour le musée d'Ipswich, pour faire des fouilles sur son terrain. On y trouve en effet des tertres qui pourraient être des tumulus. Basil Brown commence alors à dégager ce qui s'avère être un bateau-tombe de l'époque anglo-saxonne. La découverte est d'importance et Charles Phillips, éminent archéologue envoyé par le British Museum, reprend la responsabilité du chantier. Le temps presse, car la guerre est imminente et entraînera l'arrêt de tous les chantiers de fouilles archéologiques du Royaume-Uni. Voilà, déjà, donc le synopsis claque un petit peu en le lisant comme ça avec, c'est pas mal, avec le ton. Et mon but ici, ça va pas du tout être de vous raconter le film, ni même de vous parler du site archéologique de Sutton Hoo, déjà parce que j'ai pas les connaissances pour parler du site archéologique, et déjà parce que le film, voilà, en fait, si vous voulez savoir ce que c'est, allez le voir. Allez le voir tout simplement, le film, il est très bien, il parle très bien du site, je vous le conseille vraiment, les acteurs ils sont formidables, il y a Ralph Fiennes, Carey Mulligan et bien d'autres encore. La réalisation elle est au poil, franchement c'est un très bon film. Le but ça va plutôt être de vous parler ici d'archéologie, de l'archéologie du passé, mais aussi de celle du présent et surtout de celle de l'avenir. Et c'est pour ça que je suis très content de faire cette chronique, et c'est pas du tout calculé, si c'est calculé, avec toi Sébastien, présent dans l'équipe. Parce que oui, t'as fait de l'archéologie, Seb, oui, j'en ai fait. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, quand j'ai vu The Dig, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec la situation de l'archéologie dans le monde. The Dig, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui est un excavateur, un fouilleur, si vous préférez, et qui n'aura de cesse, pendant tout le film, de tenter de faire valoir son statut par la véritable, je mets des guillemets, communauté archéologique. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, The Dig. C'est un constat sur l'archéologie, pas forcément du passé, mais de celle d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est voulu par le film ou pas? Est-ce que c'est parce que j'ai été archéologue que je m'en suis rendu compte? Je sais pas, peut-être que je suis aussi un peu paranoïaque, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'entre 1939 et 2021, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans l'archéologie. Du coup, un archéologue, c'est quoi? C'est un fantasme sur pattes, l'archéologue. Vous avez tous vu Indiana Jones, je pense, bien évidemment. Quand on dit archéologie, on pense à Harrison Ford, qui récupère des artefacts inestimables de sa main gauche, tout en combattant d'abominables nazis de sa main droite. En fait, on est dans la réalité véritable des agents du BTP, sous-payés. Parfois moins payés que des véritables agents du BTP. Et oui, et c'est ça le premier point que je vais aborder dans cette chronique. Je vous préviens, c'est une chronique qui est remplie de sel un petit peu, et j'en suis un petit peu navré. Non mais vas-y, par ça avance, fait du bien. Je balance, ça va être un marais salant à la fin, je pense. En gros, le personnage principal du film, en sa qualité de fouilleur, est mal payé. C'est une des premières choses que le film nous dit. Il est mal payé, c'est montré comme étant un choix de sa part, il sait qu'il sera mal payé pour son travail, mais il décide de le faire quand même par passion. À plusieurs reprises, ses employeurs en profitent également, sachant que de toute façon, il aura du mal à dire non, pour justement accentuer ce côté-là. Il n'est pas un vrai archéologue, c'est un mec de terrain, donc on le sous-paye pour son travail, même s'il le fait bien. Aujourd'hui, sachez que les archéologues sont toujours extrêmement sous-payés, alors que la plupart d'entre eux sont des docteurs, voire parfois même plus. Et on ne peut guère espérer gagner plus de 2000 € au cours d'une carrière de terrain. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que l'archéologie c'est une passion, alors du coup il est bien normal d'être moins bien payé puisqu'on aime ça. Alors qu'un trader c'est pas vraiment sa passion, donc c'est normal qu'il ait énormément d'argent, bien évidemment. J'ai parlé de carrière de terrain, c'est pas pour rien parce qu'il existe en réalité plusieurs sortes d'archéologues. Je les diviserai ici pour simplifier en deux alors qu'en fait il y a des milliards de catégories. Il y a d'un côté les archéologues dits du préventif, donc de l'archéologie de sauvegarde, ceux qui vont intervenir avant les travaux d'aménagement du territoire. C'est eux qui sont habillés en orange et qui ressemblent à des agents du BTP justement. Et à côté de ça, il y a les archéologues de la recherche, c'est eux qui font de la recherche, voilà, bien évidemment. Et dans le film, qui se passe en 1939, la division est pratiquement la même. Le héros représente l'archéologue de terrain, donc celui qui est le fouilleur, et le personnel du British Museum représente les archéologues de la recherche. Le héros, qui est donc incarné par Ralph Fiennes, en sa qualité de fouilleur, est en réalité très mal considéré par ses pairs du musée. Il n'est pas comme eux, à tel point que quand le site finira par révéler sa grandeur, une véritable grandeur, Basil Brown, donc du coup le personnage principal, sera tout bonnement écarté du terrain au profit d'un vrai, je mets des guillemets, archéologue, qui, soit dit en passant, ne mettra bien sûr jamais les pieds dans la boue et restera toujours à l'extérieur à dessiner des petits trucs. Et vous savez quoi, ce constat-là, il n'a pas vraiment changé.
Au cours de ma courte vie d'archéologue, parce que oui, j'ai été archéologue dans une autre vie, j'ai vu des personnes issues de la recherche mépriser ouvertement les archéologues du préventif, ne les considérant que comme du personnel de bas étage, tout simplement. Les gens de terrain ne sont que des fouilleurs. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont nommés. Quand vous débutez en archéologie et que vous êtes archéologue de terrain, vous êtes des techniciens de fouilles. Techniciens à bac plus 5, voire bac plus 8. Et rares sont ceux qui arriveront à s'élever au-dessus de cette condition de technicien et finir par réussir à devenir responsable de secteur ou responsable d'opération. De toute façon, après responsable d'opération, vous n'avez rien d'autre que juste contrôler des bases et vous faites plus de l'archéologie, vous faites de l'administratif. L'archéologie, c'est un métier qui est ingrat, c'est un métier qui défoule les passions, mais quand on s'en rapproche de plus près, on se rend compte que les conditions de travail sont extrêmement mauvaises. Dans le film The Dig, les personnages doivent travailler dans l'urgence, car si la guerre est déclarée, ils devront cesser leurs activités. Ils jouent donc contre la montre constamment, travailler de nuit, sous la pluie, etc. dans des conditions de merde, du fun en bar, quoi. Alors ok, aujourd'hui il n'y a plus de nazis pour vous mettre la pression, mais il existe quelque chose d'encore plus insidieux. Le principe des deadlines à tenir. Vous êtes sur un chantier en préventif, donc de sauvegarde, pour un temps qui est imparti. Ni plus, ni moins, sauf exception. L'archéologie est aujourd'hui considérée comme étant une science qui ralentit les travaux. C'est une science qui est inutile pour beaucoup de monde. On fait chier les gens. J'ai même un jour quelqu'un qui me l'a dit en face, en soirée, qui m'a dit que mon travail ne servait à rien d'autre qu'à faire chier les honnêtes gens. Et je donne la version courtoise parce que la vraie version, elle était carrément plus violente. L'archéologue est constamment brinque-ballé, et là je parle pas du technicien de fouille, je parle vraiment pour le coup des responsables d'opération qui doit rendre des comptes à son employeur, à l'aménageur et aussi bien évidemment à l'État français. Un travail harassant qui a envoyé plus d'un de mes responsables de fouille en dépression intense, parce que la dépression c'est quelque chose qui touche énormément le milieu de l'archéologie. L'autre aspect de l'archéologie qui est montré dans le film, c'est aussi celui de la condition de la femme archéologue. Il y a un seul personnage féminin archéologue dans le film. C'est le personnage de Peggy Preston qui est incarné par Lily James. Si ce personnage est là, ce n'est pas parce qu'elle a été choisie pour ses compétences, mais parce qu'elle est la femme de l'un des protagonistes du British Museum. Et parce que selon les dires du responsable de fouille, elle est légère et pourra fouiller là où un homme trop lourd ne le pourrait pas. Aujourd'hui encore, en archéologie, il y a énormément de sexisme qui perdure. Moi, je suis un homme, je pourrais qu'effleurer la surface de ce que j'ai pu voir ou entendre. Mais je pourrais vous dire la chose suivante. Je me souviens, quand j'ai fait mes études en archéologie, on était une majorité de femmes et une minorité d'hommes. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, à être payé pour mon travail, c'est l'inverse que j'ai constaté. Plus d'hommes, peu de femmes. Pourquoi ? Peut-être parce que implicitement on considère encore qu'une femme ne peut pas accomplir la même tâche qu'un homme pour ce qui est des travaux physiques. Ou alors peut-être que c'est pour une autre raison, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dégueulasse, je n'en sais rien. Quoi qu'il arrive, il y a énormément de harcèlement sexuel et aussi psychologique, tout ce que vous voulez. C'est une pratique qui ronge l'archéologie de l'intérieur. Vous avez juste à aller faire un petit tour sur le site Paytatruel et vous y trouverez des perles qui vous donneront envie de vomir un bon coup. Parce que oui, au fond, entre 1939 et 2021, rien n'a changé non plus à ce niveau-là, ou en tout cas très peu. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le suivant. L'archéologue est son pire ennemi. En archéologie, vous avez peu de postes, un salaire bas. En fait, on nous forme dès le master à nous battre les uns contre les autres. Moi, j'ai fait un master professionnel. Voilà, je vous le dis, j'ai aussi fait un master de recherche avant. Et dans mon master professionnel, clairement, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est que j'allais devoir apprendre à faire du mal aux autres pour avoir un poste. J'allais devoir apprendre à entuber mes potes, mes amis, mes collègues pour les éjecter, prendre leur place avant que ce soit eux qui ne le fassent eux-mêmes. Parce que si je le fais pas, eux, peut-être qu'ils le feront et que c'est moi qui finirai dehors. En fait, c'est la même chose plus ou moins aussi en recherche, d'après ce que j'ai pu entendre. Un archéologue, c'est une sorte de senior site. Il y en a un, il forme différents apprentis, et les plus forts et les plus malins survivront pour pouvoir prendre sa place. Si aucun ne survit, l'archéologue restera en place, et le schéma se répète ainsi inlassablement. Vous avez des générations d'archéologues qui sortent de la fac, qui, pour l'idée d'un métier passion, vont accepter de se faire enculer jusqu'à la moelle pour ensuite être dégoûtés du travail, le quitter, tandis qu'une nouvelle génération sort à nouveau pour pouvoir à nouveau se faire enculer joyeusement par tout ce beau monde. Alors ok, là le sel il est déversé, c'est assez horrible, etc. Pourtant malgré ça, l'archéologie est belle, l'archéologie est fantastique. Bon sang, mais si vous saviez comme c'est plaisant de juste pouvoir gratter la terre, de découvrir des choses enfouies qui n'ont pas été touchées par un être humain depuis plusieurs siècles avant vous, il n'y a rien de plus galvanisant que ça, de se dire bon sang, mais putain, mais c'est des hippocos, c'est un putain de mur, etc. Enfin bref, c'est même le moindre petit tesson, on est là à faire oh mon dieu, c'est un tesson quoi. Et c'est ça qui est assez fou. C'est ça qui est assez fou avec l'archéologie.
Parce que l'archéologie, c'est aussi des amitiés qui durent. Le film le montre d'ailleurs à ce niveau-là. Les équipes sont soudées, au moins le temps d'une fouille. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix en fait, parce que c'est un taf qui est tellement difficile que si votre équipe est pas soudée, bah c'est la fin, c'est la mort en fait de l'ensemble. Ça m'est déjà arrivé de faire partie d'équipes qui étaient absolument pas soudées. Bah c'est les pires moments que j'ai pu passer de ma vie à ce niveau-là. L'archéologie, c'est avant tout quelque chose d'utile. Pendant l'entièreté du film, le personnage de Edith Pretty, qui est incarné par l'actrice Carey Mulligan, donc qui représente la personne qui va employer le héros, se questionne beaucoup sur la mortalité de ce qui reste de nous une fois qu'on est mort, de l'utilité de l'histoire de l'archéologie. Pour ça, je vais vous passer un petit extrait de film, je vais vous le poster sur le Discord, si j'arrive à trouver un moyen de poster sur le Discord, tac. Je sais pas si vous êtes toujours là parce que je parle. Mais... Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. On pourra en parler plus précisément après. Alors, tac. C'est pareil, moi j'attends religieusement que tu termines. Terrible son. I thought you'd be pleased with the verdict. We die. We die and we decay. We don't live on. I'm not sure I agree. From the first human handprint on a cave wall, we're part of something continuous. So we don't really die. Je ne sais pas si vous avez écouté l'extrait en son entièreté. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, c'est une discussion entre le personnage de Ralph Fiennes et de Carey Mulligan où en gros elle craque parce qu'en fait elle est atteinte d'une maladie mortelle et elle va mourir. Elle mourra d'ailleurs avant la fin des fouilles archéologiques. Et en fait elle dit que quand on est mort, on se décompose, il reste plus rien et ça la terrifie. Et ce que répond le personnage de Ralph Fiennes, c'est que en fait pas tant que ça. On meurt pas vraiment parce que depuis, comme il le dit si bien, depuis les premières empreintes de mains qu'on a retrouvées dans des grottes, jusqu'à aujourd'hui, l'humanité fait partie d'une continuité, fait partie d'un tout, et en fait, on ne meurt jamais réellement du coup. Et je trouve ces paroles extrêmement belles en fait, parce que c'est un peu tout ce que représente l'histoire et l'archéologie, c'est le passé de l'humanité. Moi, dans tout ça, l'archéologie, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon sang, c'est dans mes tripes, hein. J'y ai forgé des souvenirs impérissables, des relations puissantes qui perdurent encore même 10 ans après, n'est-ce pas Sébastien? Et j'y ai aussi laissé beaucoup de ma santé mentale, beaucoup trop de ma santé mentale à mon goût. J'y ai perdu des gens aussi, des gens que je reverrai jamais, hein, probablement. Ce sont toutes ces raisons qui font que l'archéologie, je l'aime et je la déteste à la fois. Un peu comme quand on entretient une relation pervers avec une personne et qu'on a du mal à la laisser partir alors qu'en fait il faudrait mieux la laisser de côté pour toujours. Et je suis heureux aujourd'hui en fait de plus vraiment faire partie de ce monde mais de pouvoir quand même évoluer à côté et de le voir continuer aussi évoluer à côté. Parfois dans mes rêves les plus fous, j'imagine que pour les générations suivantes qui sortiront de la fac, que ce milieu aura appris un petit peu de ses erreurs et qu'il parviendra à devenir quelque chose de plus sain pour lui-même et pour ceux qui le forment. Mais le souci c'est que en fait, l'archéologie, ça dépend pas des archéologues. Parce que là, je vous ai parlé de l'archéologie, de la mentalité des archéologues, mais ça dépend en réalité des gens qui dirigent le monde, et du coup, nous on vit en France, des gens qui dirigent la France. Si j'ai décidé de faire ce billet-là, c'est pas vraiment parce que j'ai vu le film The Dig, c'est parce que il y a quelques jours, j'ai lu un article, peut-être que vous l'avez vu aussi, c'est un article qui dit la chose suivante, c'est que le gouvernement britannique a officiellement déclaré l'archéologie comme étant une science inutile, et que le gouvernement allait donc couper le budget des archéologues de plus de 50%. Je ne sais pas si quand cette chronique sortira, cela sera toujours d'actualité, mais c'est un constat qui est grave, qui est vraiment très très grave. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire et l'archéologie sont utiles, réellement utiles, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce qu'il faut connaître le passé pour savoir maîtriser son présent et se forger un futur qui sera des plus radieux pour les générations à venir. Si l'histoire et l'archéologie meurent, notre connaissance de nous meurt. Et la mort de la connaissance, c'est la mort de soi. Eh ben, bravo. Hein. Ouais. Moi, je suis, en tant qu'ancien archéologue aussi, je suis subjugué par ton discours, Marc. J'avais presque la petite larme à l'œil.
pour de vrai, Ouais. j'ai trouvé vraiment ça hyper prenant et hyper vraiment dans le mille par rapport effectivement à ce milieu-là. Et alors, est-ce que tu m'autorises un petit complément à ta chronique? Vas-y, Seb. C'est pour ça Très que j'ai très fait court, ça hein. avec toi parce que t'as un passé d'archéologue aussi, donc Bah, effectivement. je te laisse la parole. Et alors bah pour toi Mika et puis pour ceux qui me connaissent pas parmi tes auditeurs, donc effectivement je suis aussi un ancien archéologue de formation puisque ma carrière d'archéologue s'est arrêtée à l'université bien entendu. Et parce que contrairement à Marc, moi je n'ai pas travaillé directement dans l'archéologie, je n'ai pas eu cette chance ou malchance hein, selon comment on peut le prendre. Ça dépend comment on le prend, ouais. Mais voilà, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, l'archéologie, c'est un rêve d'enfance. C'est vraiment une histoire qu'on nous raconte et que on veut ensuite pouvoir découvrir et raconter aux autres. C'est un bond dans le passé qui permet de savoir d'où on vient, où on est, et pas forcément de savoir où on va, mais au moins de comprendre la direction qu'on prend à l'heure actuelle. Et du moins la direction qu'a pris soit notre peuple, notre région, l'humanité, selon l'échelle à laquelle on se pose. Et donc l'archéologie, ça a été un rêve et également une grande déception, puisque à côté du rêve, il y a toujours la réalité, et la réalité, elle est comme Marc l'a décrite, c'est-à-dire que c'est comme dans tous les milieux, il y a de la compétition à outrance, il y a du mépris de certaines catégories de chercheurs et de travailleurs de l'archéologie et d'historiens par rapport à d'autres. Il y a une volonté de briller, mais qui se fait pas par rapport à forcément ses propres compétences, mais aussi au détriment des autres. Très peu d'argent, très peu de perspectives de carrière, et surtout, là, ce que tu as dit par rapport à la législation britannique, c'est malheureusement un symptôme et une future cause de l'empirement, si vous voulez, des conditions de travail de l'archéologie, c'est que, socialement parlant, l'historien et l'archéologue sont considérés au mieux comme des branleurs, au pire comme des casse-couilles qui emmerdent le monde. Et combien de fois, Marc, as-tu entendu dire, que comme on t'a dit, qu'on faisait chier le monde, qu'on servait à rien, que l'histoire c'était bien joli, mais qu'au bout d'un moment, fallait peut-être un peu aller bosser pour créer de la richesse. Ouais. Et cette espèce de libéralisation et de cristallisation à outrance de nos sociétés là ces dernières années, tournée vers le conflit et la compétition et l'argent et tout ce que tu veux et tout ce qui rentre pas dans ces carcans là, c'est de la merde, on n'en veut pas. Et j'ai bien peur que malheureusement l'archéologie tombe aussi là-dedans. Et malgré tout, je fais partie de ceux qui, comme toi, Marc, même si on n'est plus vraiment archéologue, même si maintenant nous faisons de la médiation, même si nous appréhendons l'histoire et nous la faisons découvrir autrement, je fais aussi partie de ceux qui gardent l'espoir que cette discipline sera un jour reconnue, que les gens comprendront son importance par rapport à la compréhension de nous-mêmes, de ce qui fait de nous des êtres humains et des gens qui vivent en société. Et surtout que l'archéologie, et là je rejoins ce que disait Mika, c'est l'occasion quand même de se faire des copains, de picoler, de s'amuser, ou d'ailleurs de pas picoler, parce qu'on a des copains archéologues qui boivent pas une goutte d'alcool depuis toujours en fait. Oui. Et que c'est un milieu vachement sympa quand on est entouré de gens qui sont là pour la passion et pas malheureusement pour d'autres critères comme il peut y avoir dans le milieu professionnel. Exactement. Voilà, c'était un petit peu décousu, c'était un peu brouillon, c'était vraiment un complément à chaud. Ouais, moi j'ai eu le temps de préparer, hein, t'inquiète. Ouais. En fait, c'est terrible parce que tu dis t'es pas devenu archéologue, t'es parti dans la médiation, mais en fait, sans les archéologues, on n'est plus des médiateurs puisqu'on n'a plus rien à médier. Oui, à médiater, je sais pas comment on dit. Bref, on n'a plus rien à transmettre en fait, puisque ce sont nos sources principales, ce sont les sources des historiens qu'on vulgarise nous en tant que médiateurs. Alors je suis plus médiateur, mais l'ayant été, je sais que c'est quand même par là qu'on passe. Et on se sert beaucoup du travail des archéologues, on interprète, on anticipe, on transmet, on permet aux gens de se donner un avis en leur transmettant ces informations. Et si ces informations n'arrivent plus même jusqu'à nous, comment les gens vont les avoir. Je veux dire, si moi aujourd'hui je peux vous faire une chronique sur la bière que des archéologues justement font en reconstitution, c'est-à-dire que si aujourd'hui on décide de couper les budgets à l'archéologie, que ce soit l'archéologie expérimentale ou quoi qu'est-ce, c'est-à-dire que ces recettes de bière qui aujourd'hui sont des vraies recettes qui sont vendues dans des brasseries qu'on peut goûter, qu'on peut redécouvrir, ces recettes disparaissent et finiront par disparaître aussi, puisque nous aussi en fait, si personne ne nous découvre plus tard et que tout le monde considère que ce qu'on a construit c'est inutile, en fait l'histoire est déjà un cycle qui se répète, mais si on n'est même plus capable de discerner ce qu'est l'histoire,
ce sera même plus un cycle qui se répète. À ce moment-là, c'est juste une implosion qui nous attend et ça s'arrêtera là, puisqu'il y a toujours, on est toujours censé se contrebalancer par ce que le passé nous a appris. Et si on est même plus capable de le mettre en lumière, quoi, par rapport à notre passé, j'ai bien peur que, l'humanité se dirige vers des périodes extrêmement obscures, jamais atteintes jusque-là, quoi. Costa est peut-être à l'arbon, quoi. On va aller chercher une bière à 1000 degrés, du coup. Faut en boire au moins une avant d'y passer. Voilà. Et non, mais je suis assez d'accord avec Mika que sans être d'une nature totalement pessimiste, je suis quelqu'un qui oscille entre les deux en permanence, j'ai aussi cette crainte que nous allions vers des périodes d'abrutissement assez terribles et bien malgré beaucoup de gens, hein, parce qu'il y a énormément de gens de bonne volonté, mais qui malheureusement sont comme nous happés par cercles horribles. Ouais. Bah c'est toujours et ça. voilà, c'est quand si les gens ils ont plus les clés en main pour réfléchir, et ils peuvent rien faire en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est même plus une question de volonté à force, c'est qu'en fait si tu empêches tout simplement les gens d'avoir accès à de la connaissance, ben ils peuvent pas, ils n'ont aucun moyen de l'avoir. Mais ceci dit, quand je vois des gens qui ne sont pas du tout historiens ou archéologues de métier ou de formation, mais qui par passion, même amateur, et surtout par bon esprit, participent aussi quand même à entretenir notre rapport à l'histoire, à l'archéologie, tout ce qui est passionné d'histoire amateur, qu'il ait 60 ans, 40 ans, 10 ans, que je vois venir visiter le musée où je travaille et qui ont le regard qui brille quand je leur parle et qui font briller mon regard quand ils me parlent de ce qu'ils ont déjà vu, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils aiment, etc. Donc je garde malgré tout une certaine lueur d'espoir par rapport à cette capacité qu'a l'humanité de se souvenir que la sagesse elle appartient aux anciens et que regarder un peu ce qui s'est fait avant, c'est comprendre comment nos ancêtres ont surmonté les difficultés et peut-être qu'on pourra apprendre comment nous aussi surmonter nos difficultés grâce à eux. Exactement. Et je rajouterai une dernière chose, c'est un peu pour ça que je suis devenu médiateur, c'est qu'au final, moi le boulot d'archéologue me convenait pas mentalement. Mentalement, j'étais clairement pas fait pour ça, j'ai pas tenu la distance. Des fois, j'ai envie d'y retourner, mais très rapidement, je me dis que non. Et si je suis parti vers la médiation, c'est parce que je me suis dit que mon taf à moi, du coup, si je pouvais pas fouiller, ce serait au moins de pouvoir transmettre ce que mes collègues ont réalisé à des gens. Et peut-être parmi la masse des gens qui viennent nous voir dans les différents musées, créer possiblement des vocations et donner envie aux gens de chercher finalement aussi par eux-mêmes et ainsi de suite, créer peut-être une sorte de cercle vertueux à force peut-être. Ce que je dis toujours, c'est que si sur un public de 30 personnes, tu touches au moins une personne dans le tas, c'est que tu as gagné quand même. C'est ça, quoi. Et quand tu regardes aujourd'hui dans les formations universitaires, tout ce qui est master, médiation, valorisation du patrimoine, t'as aussi cette notion que si t'arrives à insuffler ne serait-ce qu'une notion ou qu'une idée à une personne, t'as déjà fait quelque chose qui va dans le bon sens, quoi. C'est ça. Alors bien sûr, je rassure nos chers auditeurs, quand on fait visiter 30 personnes, on espère avoir touché les 30 personnes. Mais... oui, bien sûr. Oui, on est réaliste. On a fait des études, on n'est pas naïf, quoi. On espère que ce qu'on leur dit, ça fait pas chier le monde pendant 2 heures. Voilà. On se rassure qu'on peut, quoi, c'est sûr. C'est ça. Alors, il me vient une idée de débat, du coup. Yes. C'est un peu vague, parce que ça me mue là en discutant de tout ça. C'est la notion d'utilité. Au sein d'une société, quand on juge ce qui est utile ou non. Et alors, étant donné que la notion d'utilité par rapport à un groupe social, une société, etc., c'est très vague et qu'on pourrait en parler pendant 50 ans sans s'arrêter, et du coup, je vais vous demander, selon vous, qu'est-ce qui est le plus utile dans une société et qu'est-ce qui est le plus inutile? Oh putain, par rapport à ce que font les gens, on est bien d'accord, je parle bien de société. Si vous me dites une chaise qui a pas de pied, c'est inutile, oui d'accord, mais moi je vous parle par rapport à la société. Tu veux dire par exemple, mettons, si on fait un travail pratique, mettons qu'il y a eu un apocalypse, on doit reconstruire une société, qu'est-ce qui est le prioritaire par rapport au reste pour reconstruire? Voilà. Alors sachant qu'à titre personnel, j'ai la notion d'utilité et d'inutilité sont pour moi limite à foutre à la poubelle. Ouais, c'est ça, genre parce que tout est utile dans une certaine mesure.
Mais voilà, étant donné que beaucoup de gens se permettent de dire à tort et à travers en vrai ou sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui leur semble utile pour l'avenir de l'humanité et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qui sont les gens qui sont utiles ou non, bah, je me suis dit que pour une fois on pourrait se lâcher et nous aussi jouer à ce petit jeu-là, et selon vous, qu'est-ce qui est méga utile dans une société, limite le plus utile, et qu'est-ce qui le serait le moins, sachant que ça reste des avis, que ce qu'on peut nous trouver pas trop utile, on peut complètement se foirer et quelqu'un va nous dire oui mais non mais en fait vous vous trompez. Voilà, c'est juste comme ça, un petit avis à chaud, histoire à la fois de faire un débat et puis de s'amuser un peu aux dépens des gens, mais en toute bonne ambiance. En toute bonne ambiance. Okay. Inutilité, c'est pas j'ai un truc qui me vient en tête du coup vis-à-vis de ça. Je pourrais vraiment pas me faire des amis vis-à-vis de ça, mais il y a un truc qui me semble inutile entre guillemets en ce moment, même si c'est vachement cool et même si ça pourrait potentiellement être utile dans un futur relativement lointain, c'est, et je suis vraiment désolé pour ce que je veux dire, c'est la conquête spatiale. En fait, mon raisonnement c'est le suivant, c'est que là, en ce moment, il y a plein de gens qui sont tournés vers les étoiles en se disant on va coloniser Mars, puis ensuite on va y passer le système solaire, alors ça vend du rêve. Sauf que on pourrait déjà essayer de s'occuper de notre planète, essayer de sauver notre planète, sauver notre population, notre espèce, à nous, les humains, avant d'essayer de songer à se barrer, parce que le truc c'est que si on se barre en abandonnant la planète, déjà on va pas se barrer avec tout le monde, il y a que quelques personnes qui vont se barrer, et surtout c'est dommage quoi. Donc ouais, moi ça typiquement je me dis tout le budget qu'il y a dans l'idée de conquête spatiale et de terraformer Mars, tout ça, peut-être qu'on pourrait faire des choses un peu plus cool avec tout cet argent-là, comme par exemple nourrir les gens. Alors après c'est très bateau, hein, mais c'est le premier truc auquel je pense. Voilà. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. En plus c'est quelque chose qui, dans les premiers temps, alors il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça, mais qui profiteraient qu'à quelques-uns. Exactement. Pendant que les autres seraient dans la merde. Exactement. Moi, je sais pas. Alors, si on parle effectivement dans un contexte comme on est aujourd'hui, en fait, je suis pas totalement d'accord parce que c'est quand même aussi en partie grâce aux recherches sur la conquête spatiale entre guillemets qu'on a fait beaucoup de découvertes scientifiques qui ont permis justement d'améliorer notre monde actuel. C'est vrai aussi. Mais je comprends l'idée qui est de dire ceux qui regardent trop vers l'avenir en fait ne se concentrent pas assez sur le présent. Après moi je pense que c'est important d'avoir des rêveurs. Mais si je devais être très pragmatique par exemple, demain c'est l'apocalypse et effectivement comme tu le disais, il faut classer entre guillemets les gens, soyons pragmatiques. Il faut que tu cherches des compétences plus que des êtres humains. Et ben moi je pense que la personne la plus utile que je chercherai en premier c'est quelqu'un qui a lu l'intégrale de Walking Dead, qui la connaît et qui la récite par cœur, qui a lu tous les livres de Max Brooks, parce que cette personne là c'est quelqu'un déjà qui est ouvert d'esprit, donc oui. Et en plus de ça qui a des connaissances, parce que au-delà de chercher des compétences il va falloir chercher d'abord des connaissances pour pouvoir les retranscrire et les apprendre à d'autres. Pour moi ça c'est les choses les plus importantes, et du coup l'inutilité, les choses les plus inutiles dans ce monde là sont les gens qui n'ont jamais rêvé ou qui n'ont tout simplement pas d'imagination. Parce que je pense que quand on est quand on arrive dans un monde apocalyptique, c'est des choses qu'on n'a jamais imaginées, et du coup en fait on ne sait pas comment réagir, et une personne a beau avoir les meilleures compétences du monde, je sais pas, le mec peut être ébéniste, bûcheron et tout, si la personne n'a jamais, alors bon, un ébéniste il a quand même de l'imagination. Moi je garde dans le bûcheron et l'ébéniste. Ouais bien sûr, mais je veux dire quelqu'un qui peut avoir d'excellentes compétences au-delà de son travail qu'il faisait avant. S'il a pas été capable de rêver, s'il a pas été s'il a pas cette imagination là de en gros prévoir tous les scénarios, pour moi c'est quelqu'un qui va pas qui va pas survivre, donc qui est inutile, puisque de toute façon il va vite mourir. Donc après on parle de scénario catastrophe, et bien entendu pour moi rien n'est inutile et tout est inutile à la fois, puisque comme tu le disais dans un extrait audio, et bien en fait quand on meurt on ne reste rien, mais en fait s'il nous reste tout, parce qu'au final c'est une leçon que j'ai appris dans un manga, je vous en ai déjà parlé, vous le savez, mais Full Metal Alchemist m'a appris que 1 est tout, et tout est 1. Et tout est 1. Puisque tout simplement, même en retournant à la Terre, en final, on en fait partie, et notre histoire fait partie de l'histoire notre histoire fait partie de l'histoire de nos petits-enfants, et en même temps on fait également partie de l'histoire de notre passé, donc finalement il y a rien d'utile et rien d'inutile, et inversement. Donc après si on devait se prêter au jeu pragmatiquement, c'est ce que je répondrais. Oui voilà, c'était ça l'idée, parce que c'est bien sûr la notion d'utilité ou d'inutilité, encore une fois c'est beaucoup trop binaire et manichéen, et ça ne mène absolument nulle part. Ça mène à des situations où les musées sont fermés et les restaurants aussi, et les bars aussi, parce que non essentiel quoi.
Et c'est aussi pour ça que je voulais parler de ça. Alors même si je pense que tes auditeurs, Marc, sont des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit et qui partagent plutôt notre relativisme par rapport à l'utilité. S'ils le sont pas, ils sont dû partir depuis longtemps, je pense. Voilà, j'aimerais qu'assez rapidement on casse quelque chose qui est un peu latent et vicieux et insidieux dans notre société. C'est voilà cette notion d'utile ou non à la société, aux autres, au groupe, parce que comme vous l'avez tous les deux montré dans vos interventions, finalement tout a une utilité. C'est juste que c'est pas forcément évident au premier regard, mais toute action humaine mène à quelque chose et peut être utile. Ouais. Bon, sauf si vous avez décidé d'aller casser la gueule à votre voisin, là, oui, effectivement, votre action, elle est nuit. Alors vous, ça va peut-être vous faire kiffer, mais pour aussi bien le voisin que pour les autres qui vont le faire, ça va être un peu nuisible, en fait. Ça va être moins fun pour eux, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord dans le sens où, de toute façon, effectivement, notre action qu'on entreprend là, par exemple, tout simplement en enregistrant cet épisode, et vous, auditeurs, en l'écoutant, par exemple, vous écoutez des gens qui ont potentiellement aucune compétence. Je suis pas brasseur, hein, par exemple. Je suis pas mangaka, je suis pas, voilà, sur toutes les chroniques que j'ai pu faire à partant, je pense pas avoir de compétences particulières, c'est juste que j'avais envie de parler de ces sujets-là. Et peut-être que tout simplement, le fait de m'en entendre parler, ça vous a peut-être donné l'envie d'aller le découvrir, ou tout simplement vous vous êtes dit que mon avis était peut-être pas le bon, ça vous a peut-être mis en colère, ça vous a peut-être suscité des choses, mais ça vous a au moins permis de réfléchir. En tout cas, je dis ça, voilà, je dis ça en toute transparence, je l'espère. En fait non, je m'en fous concrètement. Je veux dire que ça vous fasse réfléchir ou pas, tant que vous passez un bon moment, moi c'est ça l'essentiel. Enfin moi j'ai passé un bon moment, donc après le reste, voilà. Mais surtout voilà, c'est peut-être que ça permettra à des personnes de remettre en question certains points de vue qu'ils avaient, ou peut-être de les conforter dans ce qu'ils avaient. Et en fait au final vous vous rendez compte que c'est un podcast fait par trois clampins que vous verrez jamais dans vos vies, qui ont potentiellement qui ont juste aucune ordre, d'autorité sur vous, et pourtant vous les avez écoutés depuis plus d'une heure raconter des conneries sur la bière et sur l'inutilité des gens, et mais c'est effectivement comme tu dis, c'est ça qui prouve que finalement rien n'est inutile et que tout a une utilité, quoi qu'il en soit, quoi. Donc non, l'archéologie n'est pas inutile. Et la bière non plus n'est pas inutile, au contraire. Non plus. La preuve, elles vont ensemble. Ah. Bah écoute, ça peut être possiblement le mot de la fin, parce que je trouve ça beau ce que tu dis sur l'inutilité qui n'existe pas, et je trouve ça très très beau. Du coup, j'ai envie de vous applaudir encore une fois tous les deux. Je le fais. Oh non, merci, bravo à vous Quel beau billet. Pour vos chroniques très passionnantes, vraiment. Bah merci Seb, merci Mika, merci à vous également, chers auditeurs, si vous êtes restés au bout de cet épisode. J'espère qu'on vous a pas trop miné le moral. Le but c'est ici surtout aussi de vous donner notre point de vue, comme l'a dit Mika, et puis voilà, et puis c'est à peu près tout, et puis voilà, je sais pas quoi rajouter. J'ai eu un pet de cerveau. Voilà, voilà. Donc voilà, on conclut sur le pet de cerveau de Marc. C'est ça, rassurez-vous, de tout et de rien revient avec des sujets beaucoup plus fun. On parlera des poutes et du karaoké la prochaine fois, promis. Des poutes et du karaoké. Yes, super. Je sais pas, il faut voir. Il faut voir. Pourquoi pas. Bah sur ce, du coup, je vous propose qu'on se quitte là. Nous, Mika, en off, on va aller parler de ton projet secret que je continue à teaser alors que je sais pas du tout de quoi il s'agit. Et oui, toi, Sébastien, je te retrouve à très bientôt aussi. Et vous, chers auditeurs, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bye bye. En gros, c'est des céréales qui ont commencé à fermenter, qui ont commencé à... Je vais reprendre mes notes, voilà. Tu couperas au montage, bien entendu. Putain, merde, je l'avais noté, je l'ai plus. Oui, bah alors une céréale transformée par le malteur. Putain, mais je l'ai noté, je l'ai vu, je sais plus, fait chier. Bon bref, grosso modo, je vais essayer de reprendre correctement ça.